On a parfois l'impression que notre cerveau tourne à plein régime, qu'il est impossible de l'arrêter, n'est-ce pas? Eh bien, il existe une approche qui s'appelle le neurofeedback, une sorte de salle de sport pour le cerveau, qui prétend justement pouvoir nous aider avec ça. Voyons un peu ensemble comment cette technologie fonctionne. Mais avant de plonger dans la technique, pour bien saisir l'intellect du neurofeedback, il faut partir du problème de base. Notre cerveau est souvent en surcharge. Le stress permanent, le burn-out, c'est une réalité pour beaucoup. Une sorte d'épidémie silencieuse qui pousse notre système jusqu'à ses limites. Ce témoignage de Dawila Salmi, il est vraiment saisissant. Elle décrit parfaitement ce moment où la surcharge mentale n'est plus juste une idée, mais une réalité physique qui dit stop. C'est justement dans ces situations, ces points de rupture, qu'on se met à chercher des approches différentes au-delà des solutions plus classiques. Et ça nous amène à cette question fondamentale. Et si, au lieu de simplement gérer les symptômes, on pouvait carrément entraîner notre cerveau, le rendre plus fort, plus résilient pour qu'il se sorte lui-même d'une crise? C'est précisément ça, la promesse du neurofeedback. Alors, le principe du neurofeedback, au fond, est assez simple mais puissant. C'est un miroir pour l'esprit. L'idée, c'est de montrer au cerveau sa propre activité en temps réel pour qu'il puisse, de lui-même, s'ajuster. Et cette idée, eh bien, elle ne date pas d'hier. Le chemin a été assez long, en fait. Tout commence à la fin du 19e siècle avec la découverte des ondes cérébrales. Puis, un grand bond dans les années 60 où on a appris à les reconnaître et même à s'en servir pour réduire des crises d'épilepsie. C'est énorme. Mais le vrai tournant, c'est dans les années 90 avec Val et Sue Brown. Leur idée va changer la donne. Au lieu de forcer le cerveau, pourquoi ne pas simplement lui signaler quand il déraille? Et cette citation du docteur Val Brown, elle résume absolument tout. Il faut oublier l'idée de pousser le cerveau. Non, l'approche dynamique, c'est différent. On lui tend un miroir et on lui fait confiance. On part du principe que le cerveau est bien plus intelligent que nous pour savoir comment s'optimiser. Bien sûr, tout ça ne sort pas de nulle part. Ça repose sur un principe scientifique très solide, la neuroplasticité. Ça veut dire quoi? Simplement que notre cerveau n'est pas un bloc de béton. Il est malléable, il est capable de changer, de créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de notre vie. Le neurofeedback, c'est un outil qui vient juste exploiter cette formidable capacité d'apprentissage naturelle. Alors, attention, chose importante à savoir, quand on parle de neurofeedback, on parle en fait de deux grandes écoles, deux philosophies presque opposées. Il y a l'approche active et l'approche passive. D'un côté, on a le neurofeedback dit classique. Là, c'est un entraînement très ciblé, on va essayer d'augmenter ou de diminuer consciemment certaines ondes pour régler un problème précis, comme le TDAH par exemple. De l'autre côté, on a l'approche dynamique, et là c'est tout le contraire. C'est passif, on ne demande aucun effort, le système se contente de signaler au cerveau ses propres instabilités, ses turbulences, et c'est lui qui apprend à trouver un meilleur équilibre global. Et ce processus dynamique, il fonctionne comme une boucle de feedback automatique. C'est très simple. 1. Des capteurs lisent l'activité du cerveau des centaines de fois par seconde. 2. Le logiciel détecte une instabilité, une sorte de dérapage. 3. Une micro-coupure dans la musique que la personne écoute. Et 4. Le cerveau, surpris par cette coupure, se regarde, en quelque sorte, et se réajuste naturellement. Tout ça se passe en une fraction de seconde, sans qu'on ait rien à faire. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Concrètement, ça se passe comment, une séance de neurofeedback? Le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. Dans une séance de neurofeedback dynamique, il n'y a absolument rien à faire. C'est un processus qui est entièrement passif, non invasif et qui ne demande aucun effort. Le déroulement est vraiment simple et surtout très sûr. On place de petits capteurs qui sont juste des lecteurs. Ils n'envoient rien dans le cerveau. Ensuite, la personne s'installe confortablement pour une session d'environ 33 minutes. On peut écouter de la musique, regarder un film, lire, et même dormir, ça marche aussi. Et pour les enfants, c'est super facile à adapter. Ils peuvent jouer ou regarder un dessin animé pendant que le système fait son travail. On en arrive maintenant à la question cruciale. Est-ce que ça marche vraiment? Et c'est là que les choses se compliquent un peu. Parce qu'on a d'un côté les expériences vécues, qui sont souvent très positives, et de l'autre les preuves scientifiques, qui sont, elles, beaucoup plus prudentes. Du côté des praticiens et des utilisateurs, la liste des bienfaits rapportés est impressionnante. Ça va de la gestion du stress et de l'anxiété à l'amélioration du sommeil, en passant par une aide pour le TDAH ou même l'optimisation des performances pour les sportifs et les artistes. C'est très, très large.
Prenons un cas concret, celui du fils de Kamla Genzet. Il souffrait d'une anxiété très forte et de tics importants. Grâce aux séances, il n'a pas appris à supprimer ses symptômes comme on prendrait un médicament, il a appris de l'intérieur à les autogérer. Il a retrouvé calme et équilibre par lui-même. Mais, et c'est un mais important, il faut être équilibré. Quand on regarde la recherche scientifique formelle, avec des protocoles stricts, eh bien les résultats sont beaucoup plus nuancés. De nombreuses études ont du mal à prouver de manière irréfutable que les effets sont supérieurs à un simple effet placebo. Les résultats d'ensemble sont donc considérés comme mitigés. Le cœur du débat scientifique, il est là. Est-ce que c'est vraiment la technologie qui agit? Ou est-ce que les bienfaits viennent de l'effet placebo, de la relaxation profonde, ou tout simplement du fait de prendre du temps pour soi en se concentrant sur quelque chose? Pour la science, la question reste ouverte. Finalement, le neurofeedback nous laisse face à une tension assez fascinante. D'un côté, on a des milliers de témoignages, d'expériences personnelles qui parlent de vraies transformations. Et de l'autre, on a une science qui, elle, demande encore des preuves plus solides. Alors la vraie question qui se pose, c'est peut-être celle-ci. Pour notre bien-être mental, est-ce qu'on a toujours besoin d'attendre la validation d'un laboratoire pour explorer ce qui semble fonctionner?